Je vais vous parler d'informatique quantique aujourd'hui. On va regarder un peu, on va partir de zéro et on va essayer de construire quelques algorithmes. Donc un peu d'histoire. L'informatique quantique, ça remonte déjà loin. Première mention, on va dire, ça va être dans les années 80. Une première personne, Paul Benioff, qui montre qu'on peut opérer un ordinateur classique de manière quantique. C'est-à-dire qu'il définit une machine de Turing comme l'évolution d'un système quantique. Ensuite, Feynman et indépendamment Manin qui essayent de simuler des phénomènes quantiques en fait, et qui se posent la question de savoir si pour simuler des phénomènes quantiques, on ferait mieux pas d'utiliser un système de calcul quantique, sachant que les états des systèmes qu'ils utilisaient étaient très grands, et trop grands pour des ordinateurs, surtout à l'époque. En 1992, il commence à avoir des algorithmes qui montrent des améliorations par rapport à des algorithmes classiques. Donc en 1992, l'algorithme de Deutsch-Josa, c'est le premier algorithme qui est montré exponentiellement plus rapide que n'importe quel algorithme classique. Et on en reparlera juste après, puisqu'on va essayer d'encoder une version simple. En 1994, Peter Shor trouve un algorithme polynomial quantique probabiliste pour factoriser les entiers. Et l'intérêt de ça, c'est que ça a le potentiel de casser la RSA, donc ça a fait énormément de bruit. Et ça a relancé l'intérêt sur les algorithmes quantiques. Sur les ordinateurs en eux-mêmes, en 2011, ce qu'on va appeler le premier ordinateur quantique commercial est développé par D-Wave. Ça a soulevé le problème de savoir qu'est-ce qu'on appelait vraiment un ordinateur quantique à l'époque. En 2019, Google annonce avoir atteint la suprématie quantique. Donc, la suprématie quantique, c'est pouvoir résoudre des problèmes qui auraient mis beaucoup trop de temps sur un ordinateur classique. Alors, ils annoncent avoir fait en 200 secondes un calcul qui aurait dû prendre 10 000 ans, je crois. Ça fait une réaction d'IBM qui dit, en fait, si on s'y prend bien, on peut le faire en 2,5 jours. Et donc, ça fait un peu de buzz. Et en 2021, IBM annonce une puce quantique. Bon, il y a eu différentes évolutions, hein, ça ne va pas arriver tout de suite, mais IBM a sorti plusieurs puces avant avec de plus en plus de qubits. Mais pour la plus récente, IBM annonce une puce quantique avec 127 qubits en novembre dernier. Et dans la foulée, annonce un système avec 4000 qubits en 2025. Donc, qui a priori n'est pas une unique puce, mais plutôt arriver à combiner plusieurs puces en même temps. Une espèce de parallélisme quantique. Et voilà. Donc, voilà à peu près là où on en est. Les 127 qubits, ils sont complètement intriqués, je ne sais pas quel est le terme. Alors, tu peux tous les intriquer ou les superposer ensemble. Super. Donc, normalement, c'est une vraie puce avec... tu peux t'en servir de la totalité des qubits. Pour les 4000, on ne sait pas trop. On verra déjà s'ils y arrivent. Alors, du coup, je vais d'abord citer Richard Feynman, puisque c'est bien. What I cannot create, I do not understand. Donc, on va essayer de créer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une partie un peu TP. Ça, c'est pour lui rendre hommage. Mais par contre, avant de faire ça, il va falloir attaquer les mathématiques. Donc, on va y aller. Hein. Donc, ce qu'on appelle un état d'un système quantique, c'est un vecteur complexe donc, que l'on note avec cette notation, ce qui est un ket, qui est une barre avec un crochet à droite. Et donc ça, c'est un vecteur quantique comme on peut le connaître, là exprimé dans une base, par exemple, β1 à βk. Donc avec des coefficients à valeur complexe x1 à xk. Lorsque la base est fixée, on peut l'écrire en notation vectorielle.
Donc, comme un vecteur x1, xk. Il faut juste se souvenir que ce sont des nombres complexes. Et la notation bizarre, c'est la notation de Dirac. Et ça a des intérêts pour simplifier l'écriture, et notamment le bras, qui est l'inverse du ket, si on peut dire, plutôt l'adjoint en termes de vecteur, c'est-à-dire le conjugué du transposé. Donc, typiquement, si psi c'est un vecteur colonne x1, xk, l'adjoint, le bras de psi, ça va être le conjugué de ce vecteur-là et transposé. Donc, ça va être un vecteur ligne. Et du coup, si on écrit et qu'on combine les deux, les uns à côté des autres, on peut obtenir le produit scalaire. C'est magique. Donc c'est ce qu'on appelle la notation de Dirac. Il faudra s'y adapter parce qu'elle est partout. Donc, en informatique classique, on a des bits, 0 et 1. En informatique quantique, on a des qubits. Et un qubit, ça correspond à un ensemble, à un espace vectoriel de dimension 2. Donc en général, on la représente dans une base 0, 1. Donc l'espace des états d'un qubit, ça correspond à toutes les combinaisons linéaires de cette base. Donc pour tout nombre complexe A et B, de module 1, il y a une petite contrainte. On peut construire un état quantique. Donc les contraintes sont, on veut que la somme des carrés des coefficients, des modules des coefficients, ça somme à 1. Et la raison pour ça, c'est que en fait, A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de probabilité. Et si on la monte au carré, on obtient la probabilité, si on fait une mesure, d'obtenir 0 avec une probabilité AK. Donc c'est pour ça que si on somme à la fois A et B, on doit pouvoir obtenir 1 parce qu'on veut obtenir des probabilités. Donc on peut voir la partie, la mécanique quantique en fait comme un peu une généralisation des probabilités, où on n'aurait plus des choses qui somment à 1, mais on aurait des valeurs complexes à la place. Donc des valeurs complexes qui peut avoir des phénomènes d'interférence, on peut avoir une probabilité qui s'annule avec une autre, si elles sont de signes opposés, des choses comme ça. Et une autre contrainte, c'est que si on multiplie un état par un nombre complexe de module 1, on obtient le même état. Alors ça pose un certain nombre de soucis, parce que du coup, c'est pas vraiment un espace complexe, c'est un espace complexe projectif. Et du coup, ça rajoute un peu, il faut faire attention. On ne peut pas juste considérer qu'on est dans un espace vectoriel classique et faire des sommes d'addition. On a une contrainte, si on a un changement de phase, ce qu'on appelle changement de phase global, on obtient le même état. Donc, ce qui est l'espace d'un qubit, en fait, en mathématiques, c'est la droite projective complexe de dimension 1. Et voilà ce que j'avais à dire sur l'espace. Donc ça, c'est l'espace le plus simple. Ça correspond par exemple à l'espace des états d'un photon, où on a un espace de dimension 2, avec la polarisation comme base. Et ça, c'est une représentation en 3 dimensions de la droite projective complexe, donc de l'espace des états d'un qubit. En mathématiques, on appelle la sphère de Riemann. Et en fait, chaque point de cette sphère, ça correspond du coup à un état du qubit. Et il y a certaines propriétés, par exemple, des états orthogonaux sont mappés à des points antipodaux de la sphère. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Eh bien, on passe. Et alors, je suis désolé, il va y avoir un peu tous les éléments dont on a besoin pour comprendre les algos derrière. Ça, c'est pas vraiment une définition, mais on va dire que le produit tensoriel de deux espaces vectoriels U et V avec des bases alpha i et bêta i,
C'est un espace vectoriel de dimension, le produit des dimensions, que l'on note U tensor V, et qui a pour base des éléments qui sont composés en faisant le produit tensoriel des éléments de base. Et ça, c'est important. Alors, ce n'est pas une définition. La définition, c'est que c'est une forme bilinéaire qui doit vérifier une certaine propriété d'universalité que je vais passer sous silence. Mais disons qu'on a, à partir de deux espaces vectoriels, on peut en obtenir un dont la dimension est le produit des dimensions des espaces. Et pourquoi c'est important? Parce que si on prend un système à n qubits, l'espace des états de ce système à n qubits, c'est le produit tensoriel des espaces des états des différents qubits. Donc en particulier, c'est un espace de dimension 2 puissance n, parce que la dimension d'un espace du qubit, c'est 2. Okay. Ça, c'est marrant parce que plus on augmente le nombre de qubits, on augmente exponentiellement la taille de l'espace sur lequel on travaille. Ça, c'est un des avantages des systèmes quantiques. Et c'est pour ça que les ordinateurs classiques ont des problèmes pour simuler des systèmes quantiques, c'est que l'espace des états augmente de manière exponentielle. Et c'est aussi un des avantages qu'on va utiliser pour les algos. Et en particulier, si on prend un vecteur dans le produit tensoriel de deux espaces vectoriels, dans le cas général, il ne s'écrit pas comme un produit tensoriel d'un vecteur du premier espace et d'un vecteur du deuxième espace. Donc, c'est normal parce que ce n'est pas les mêmes quand on multiplie les dimensions. Donc, on peut juste voir ça en raisonnant sur les dimensions des différents espaces. Et dans ce cas-là, on va dire que l'état est intriqué. Alors, on ne va pas utiliser les états intriqués aujourd'hui, mais c'est fondamental pour pas mal d'algorithmes. Donc, je l'indique quand même. Et ça veut dire qu'on ne peut pas factoriser notre vecteur W en un vecteur de U et un vecteur de V. Et, en général, ce n'est pas possible. Et ce produit tensoriel, on le retrouve aussi typiquement comme une structure derrière les espaces de probabilité, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, du coup, c'est aussi consistant avec le fait que l'interprétation un peu probabiliste de l'informatique quantique. Et la deuxième ligne, c'est juste une notation, c'est-à-dire qu'à force d'écrire U1 tenseur, U2 tenseur, UX, on enlève le tenseur parce qu'il y en a partout. Et même si on veut, on met tout dans un même quête. On écrit ça comme le produit de quête ou comme juste un quête avec tous les vecteurs. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est les transformations d'un état quantique. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas appliquer n'importe quelle transformation à un état quantique. Les seules transformations qui sont permises sont les transformations unitaires. Donc, j'ai donné la définition, c'est telle que U adjoint U égale l'identité. Donc, l'adjoint, c'est ce que j'avais dit juste avant, le transposé du conjugué. Et uniquement ces transformations-là sont permises. Et alors, en particulier, ces transformations-là, ça veut dire sont inversibles. Et l'inverse, comme vous voyez sur la formule, c'est l'adjoint de la transformation. Ça veut dire que toutes les transformations en informatique quantique doivent être réversibles. Ce qui n'est pas le cas en informatique classique. Prenez l'opérateur et. Et une fois que vous avez l'appliqué sur 2 bits, 0 et 1, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À partir du résultat, vous ne pouvez pas retrouver quels étaient les inputs. Donc cette notion de réversibilité, c'est une différence avec l'informatique classique. Et ce n'est pas super important de savoir ça parce que au final, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc, une propriété de ces transformations, c'est qu'elles sont linéaires. Donc, si on l'applique sur un état A1, alpha 1, A2, alpha 2, etc., on peut appliquer la propriété de linéarité pour les coefficients et pour la somme, et obtenir A1, U de alpha 1, etc. Et inversible, comme je l'avais dit juste avant. Donc, voilà quelques transformations d'un système, d'un qubit qu'on va utiliser.
Alors, la notation bracket, la notation de direct, elle est vachement utile parce qu'on peut aussi exprimer les transformations, mais cette fois en prenant le produit vectoriel entre les différents vecteurs. Donc, pour formuler cette notation, alors 0 dans la base canonique, c'est 1, 0. Donc c'est le vecteur qu'on écrit comme ça. Bon, on ne va pas spécifier la base, juste. Donc 0, c'est le vecteur 1, 0, et du coup, vous en déduisez que 1, c'est quel vecteur du coup? 0. 0. Super. Donc en fait, cette transformation-là, elle map, si on l'écrit comme le produit de 1, 0 par 0, 1. Donc ça, c'est quoi? Ok, donc ça, c'est une transformation linéaire. 0, 1, 0, 0. Ok. Ça veut dire qu'en gros, notre produit d'un quête par un bras, on n'obtient pas un vecteur, on obtient une transformation. Et comment on lit ça? Eh ben, c'est la transformation qui map, dans le premier cas, 0 à 0. Alors, vous pouvez faire les calculs si ça vous chante. Et dans le deuxième cas, qui map 1 à 1. Donc, c'est l'identité. Première transformation. Si on l'applique au vecteur 0 à 1, 1, 0, on obtient le vecteur 0 à 1, du coup, qui est la négation de la chose. Donc, ça, c'est la porte non en version quantique. La porte H, c'est une chose qu'on utilise partout, qui est absolument affreuse, mais qui est extrêmement utile, puisqu'elle permet de mettre un qubit dans un état de superposition. Un état de superposition, ça veut dire qu'on est dans le cas où on avait vu tout à l'heure, on avait un qubit, c'était A fois alpha 1 plus B fois alpha 2. Un état de superposition, c'est quand A et B sont différents de 0. On n'est pas dans le même état, mais on est dans une combinaison linéaire des deux états de la base. Et donc la transformation H, en fait, ce qu'on appelle transformation de Hadamard, elle permet de prendre un état 0, par exemple, et de le mapper sur une superposition de 0 à 1. OK. Et voilà. Donc, très utile pour créer un état de superposition, c'est ce qu'on utilise partout dans les algorithmes quantiques, parce que pour les algorithmes quantiques, ils doivent soit utiliser la superposition, soit utiliser l'intrication pour pouvoir obtenir des gains en performance. Sinon, ce n'est pas beaucoup plus puissant qu'un ordinateur classique. Alors, ces transformations-là, on peut aussi les généraliser à plusieurs qubits. Et la manière la plus simple, c'est juste de prendre le produit tensoriel des transformations. Donc, par exemple, l'identité pour 2 qubits, c'est juste le produit tensoriel des identités de la transformation qu'on a vu juste au-dessus. Pareil, la transformation W, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est la transformation de Walsh-Hadamard, qui est juste le produit tensoriel de la transformation de Hadamard. Alors là, c'est écrit pour 2 qubits, mais on peut imaginer généraliser à n qubits, où on a juste le produit tensoriel de n fois h. Et la porte C-note, qui est la contrôle note. Alors, ça inverse donc le contrôle note. Donc, on a des états, les états initiaux, il y a 2 qubits, donc c'est une transformation de 2 qubits, donc on a toutes les possibilités 0, 1, 1, 0 et 1, 1, ok. Et donc ça va utiliser le premier qubit comme guide pour pouvoir appliquer ou non l'opération de négation sur le deuxième qubit. Donc 0, 0, le premier qubit, c'est 0, donc ça n'applique pas de transformation. Donc ça retourne 0, 0.
Ça n'applique pas de transformation sur le deuxième qubit. 0, 1, pareil. Le premier, c'est 0, donc on reçoit 0, 1. Par contre, ici, 1, 0, donc le premier qubit, c'est 1, donc on applique la négation sur le deuxième qubit. Voilà, donc ça fait juste un échange en fait, de 1, 0, 1. Et ça, elle est importante parce que ça permet de créer des états de Bell qui sont des états intriqués. En fait. Mais on ne l'utilisera pas, sauf comme une certaine fonction dans le TP. Ok, donc on a généralisé nos transformations à n qubits, du coup, on peut imaginer d'autres transformations à plus de qubits. Et ce qui est, pour faire le lien avec l'informatique classique, toute transformation réversible, j'insiste, classique, est implémentable par une transformation unitaire. Et une transformation unitaire qui prend deux qubits, un premier qubit X et un deuxième qubit Y, et qui on obtient le premier qubit X et un XOR entre l'état du deuxième qubit, donc Y, et le résultat de la fonction X. Donc c'est comme ça qu'on peut implémenter des fonctions classiques. Alors on peut montrer cette chose-là, hein, que toute transformation réversible classique, c'est implémentable comme de cette manière-là. Là, on voit bien qu'elle est réversible parce qu'on a beaucoup plus d'informations. On peut généraliser, par exemple, le E classique au E quantique en gardant une partie de l'input. Et le XOR, si on lui rapplique f de x, on peut obtenir l'état initial. Et en plus, toute transformation calculable efficacement par un ordinateur classique a une implémentation efficace dans un ordinateur quantique. Donc, ça veut dire que si on a un circuit qui est rapide sur un ordinateur classique, on peut l'implémenter rapidement sur un ordinateur quantique. L'algorithme, c'est juste, on remplace toutes les portes par des transformations réversibles et équivalentes. Et c'est tout. Et une des limitations majeures, enfin des limitations des systèmes quantiques, c'est le théorème suivant, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de transformation unitaire qui puisse cloner un état quantique. C'est-à-dire que si on part d'un état U0, et on n'a aucune transformation qui nous permette de dupliquer cet état dans un nouvel état identique. Et ça, c'est à la base de protocoles cryptographiques, notamment, des choses comme ça. Et c'est assez immédiat, en fait, à partir juste de la définition de ça. Donc, on peut faire la démonstration peut-être en live. Donc, si on suppose qu'on a quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est notre hypothèse. Ça permet aussi de manipuler un peu ces objets. C'est pour ça que je la fais. Hein. C'est pas juste pour vous assommer d'une démonstration supplémentaire. Mais on va prendre A et B, deux états orthogonaux. Ok. Et on va construire une superposition donc, de ces deux états. Donc on va construire un état C qui est égal à 1 sur racine de 2. Alors on peut utiliser la transformation de Hadamard pour obtenir cet état-là. Donc la porte de Hadamard. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on applique U sur C, normalement on doit obtenir C, par définition. C'est-à-dire que U, alors je vais le noter avec des quêtes, j'ai tendance à être mathématicien et à pas mettre les bons trucs. Donc U de C, c'est quoi? C'est du coup, par l'hypothèse, on devrait obtenir CC. Ok. Mais c'est aussi U de 1 sur racine de 2, blablabla, de A plus B. Ok. Donc, ça c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2 par linéarité de U de A plus U de B. Ouais. Donc, par hypothèse, c'est 1 sur racine de 2
de A de A plus B de B. OK? Je reviens par là. Parce qu'on quand on applique U, on sait qu'on duplique. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si on développe ça? Ça, on a dit que c'était 1 sur racine de 2 de A plus B. On va obtenir, alors je le fais de tête, je vais probablement me planter dans les calculs, mais quelque chose qui contient bien du A, mais aussi les combinaisons. A de B. J'ai l'impression d'être revenu au collège par l'identité remarquable. Ouais, c'est ça. Et plus B de A, etc. OK? Donc, on voit bien que les deux choses ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas avoir de transformation unitaire qui clone un état quantique. OK? Après, je pense qu'on peut passer ça plus rapidement. Ça, c'est le problème de la mesure. Pour mesurer un état quantique, eh ben, on détruit l'état quantique précédent. Donc la mesure, ça correspond à une projection par rapport à un sous-espace vectoriel qui est engendré par le vecteur sur lequel on veut mesurer. Et ce que ça fait, c'est que ça prend un état quantique, ça le détruit et ça le collapse en un nouvel état quantique, qui est juste la projection de cet état, du premier état vers une des composantes, avec une certaine probabilité qui correspond à l'amplitude de probabilité au carré. Okay, donc c'est comme ça qu'on mesure notre chose. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on détruit notre état à chaque fois qu'on l'utilise pour faire une mesure. Et vu qu'on ne peut pas les cloner, comme en informatique où on peut cloner un certain état et en mettre plein de copies et pouvoir faire du coup des choses derrière, ici on ne peut pas le cloner. Donc une fois qu'il est détruit, il faut reconstruire à nouveau l'état. Et donc ça, dans certains cas d'application, en fait, le coût de faire cette transformation-là est bien supérieur au gain que tu peux obtenir en termes de complexité derrière. Et on va attaquer notre premier algorithme qu'on va essayer de coder après, qui est l'algorithme de Deutsch, qui est le premier algorithme qui faisait mieux qu'un algorithme classique. Et il est extrêmement simple. On prend une fonction booléenne de Z2 dans Z2, et on veut déterminer si cette fonction booléenne elle est constante. Alors comment on fait dans le cas classique? C'est facile, on évalue sur 0, on évalue sur 1, et on regarde si c'est la même chose ou pas. L'algorithme de Deutsch en fait ça avec un seul appel à la fonction. Donc il suffira juste d'appeler une seule fois la fonction pour pouvoir déterminer si f est constante. D'abord, je vais expliquer l'algorithme. Alors, on a une fonction booléenne, on peut construire une transformation unitaire qui correspond à cette fonction-là, qu'on va appeler UF. Et UF, je rappelle, elle prend deux états quantiques et elle ressort le XOR sur le deuxième état avec le résultat de f de x. Donc, la première chose à faire, c'est de construire un état initial superposé. Et on va construire l'état initial, je l'ai appelé I, c'est peut-être pas le mieux qu'on puisse faire. C'est l'identité. Et l'identité est composée d'une superposition de 0 et de 1, de deux manières différentes. Donc un vecteur qu'on va appeler plus et un vecteur que l'on va appeler moins. Et ces vecteurs-là, on les obtient à partir de transformation de Hadamard. C'est la transformation que j'avais présentée précédemment. Ensuite, on va appliquer U de f sur notre état initial. Donc notre transformation unitaire, on va l'appliquer sur cet état-là. Et ce que je dis, ce que j'affirme, c'est qu'on obtient l'état final 1 sur racine de 2 de somme de moins 1 de f de x, x moins. Alors, si vous aimez les calculs et que vous vous ennuyez, vous pouvez dériver en fait cette formule-là de l'état initial, appliquer U de f, donc vous avez la formule tout au-dessus, et voir que l'on obtient bien ça. Et l'intérêt de cette chose-là, c'est que si f est constante, l'état final que l'on obtient, c'est plus moins. Et si f n'est pas constante, l'état final
que l'on obtient, c'est moins moins. Donc je reprends la chose là, c'est-à-dire que si on réduit cette si on peut vérifier juste en appliquant U de f pour une fonction constante, en fait le moins 1 f de x, en fait, il va faire la négation d'un des termes lorsqu'elle n'est pas constante, et lorsqu'elle est constante, bah, ça va être juste, on peut le factoriser, et en fait, ça ne va pas changer l'état. Donc cette chose-là, on peut le mesurer directement. On applique la transformation de Hadamard sur le... Alors la transformation de Hadamard, en fait, je ne l'ai pas définie avant, mais en fait, c'est la transformation qui à 0 associe plus et à 1 associe moins. Donc on peut, à part de l'état 1, par exemple, on applique Hadamard, bah, on obtient l'état moins, et si on est réciproquement. Et c'est une transformation qui est sa propre inverse. Donc si on l'applique 2 fois, on revient au même endroit. Donc là, par exemple, le premier qubit, c'est plus. Si on rapplique Hadamard dessus, bah, on va obtenir 0. Et pour le deuxième, on a moins. Du coup, si on rapplique Hadamard dessus, on va obtenir 1. Et donc, on obtient avec... et ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'on l'obtient avec probabilité 1. Ce n'est pas un algorithme probabiliste, on a un résultat certain. Voilà un peu ce qu'il faut pour juste avoir un système quantique, le créer et faire une mesure dessus. Donc, ce n'est pas le plus complexe des systèmes quantiques. On a 2 qubits ici, Q00 et Q01. On a un circuit, du coup, on définit un circuit quantique et on mesure directement la valeur. Alors, initialement, les valeurs par défaut sont 0 pour les qubits. Et donc, on exécute ça et on obtient, on fait 50 fois l'expérimentation, on obtient l'état 0,0 pour 50 des opérations qu'on fait. Donc, vous pouvez garder ça sous la main si vous voulez coder ça. Ça va vous permettre juste d'initialiser le circuit quantique. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer des portes, on peut appliquer des transformations, faire plein de choses. Donc là, on a nos imports. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on utilise le simulateur. Alors, on peut, si vous voulez, le connecter sur un vrai ordi quantique d'IBM, normalement, en changeant le back-end. Donc, on va garder le simulateur. Ça sera plus... on aura moins à attendre. Et ici, on initialise du coup 2 qubits. Ça, c'est une espèce de truc qui englobe le quantum circuit. Donc, il prend ces 2 qubits. Et on fait directement la mesure de tous ces qubits-là. Ici, measure all. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est modifier le quantum circuit, par exemple, pour faire une négation. Donc, rappelez-vous la transformation X qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on peut juste faire une négation du premier qubit, par exemple. Si je ne me plante pas, on devrait mesurer l'état 1,0. C'est fou. Donc, on vient de faire une négation d'un qubit. On peut faire la même chose avec le qubit 1,0. Hein, donc, c'est 0,1. Voilà. Donc, on peut appliquer des choses et on peut mesurer des trucs. Donc là, le but du jeu, ça va être d'appliquer de coder en fait l'algorithme de Deutsch qu'on a vu. Et pour rappel, voilà les étapes de l'algorithme. Donc déjà, il nous faut une transformation unitaire qui correspondent à notre fonction f. Donc, il faut définir une fonction f et il faut construire la transformation unitaire qui est associée. Alors, on a dit qu'on voulait vérifier si elle était constante ou non. Un exemple de transformation à 2 qubits non constante, on l'a donné juste avant. C'est quoi? C'est notre fonction C0. Souvenez qu'elle mappait... elle mappait l'état 0,0 sur 0,0, l'état 0,1 sur 0,1, l'état 1,0 sur 1,1 et l'état 1,1 sur 1,0. Donc on a bien une fonction qui est équilibrée, dans ce cas, qui n'est pas constante, puisque des fois on a des 0, des fois on a des 1 pour une proportion équivalente.
Et pour l'identité, c'est une bonne fonction constante, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez qu'on le développe ensemble ou est-ce que vous voulez que je vous donne la solution directement? Parce que moi, je l'ai déjà codé. Donc, c'est la solution. Donc, on peut parcourir ensemble. Donc, on a nos imports, on est toujours sur le simulateur, on a toujours 2 qubits en entrée. Ce registre classique, c'est-à-dire juste à la mesure, on pourrait le supprimer en fait ici. Mais bon, je me suis dit que c'était pas mal de le mettre. Et donc, ici, on a 2 fonctions qui prennent en entrée notre circuit quantique. La première fonction ne fait rien. La première fonction ne fait rien, donc c'est une bonne fonction constante. Et la deuxième applique une transformation C0 sur les 2 qubits. Et du coup, dans ce cas-là, on a une transformation qui n'est pas constante. Donc, on va pouvoir tester si ça marche. Donc, la première chose à faire, c'est appliquer une porte note sur notre premier qubit, parce que ce qu'on veut obtenir, c'est une état de superposition entre 0 et 1. Alors, vous vous souvenez, dans les slides, on veut construire l'état initial I tel que I égale 1 sur racine de 2 de 0 plus 1, 1 sur racine de 2 de 0 moins 1. Donc déjà, ce qu'il nous faut, c'est un état 0 et un état 1. Pour l'instant, on n'a que des états 0. Donc la première chose à appeler, on a fait un nom sur un des 2 qubits, comme ça on a un état 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On applique une transformation de Hadamard pour obtenir une superposition des 2 états. Donc la fonction de Hadamard, c'est notre fonction H. C'est bizarre, elle a le même nom. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On applique U de F sur notre état qu'on a obtenu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut appliquer notre fonction constante sur la chose. Et qu'est-ce qu'on avait dit ensuite? On obtient soit l'état plus moins, soit l'état moins moins. Et si on rapplique une transformation de Hadamard, ça nous la mappera sur l'état 0 ou sur l'état 1. Donc on réapplique une transformation de Hadamard à ce niveau-là pour pouvoir obtenir la bonne base pour le résultat. Et on mesure notre qubit, 0. Et on va regarder si ce qubit-là donne bien le bon résultat. Donc, ça c'est bon. Et du coup, on applique notre note, on applique Hadamard. Donc on ne fait rien parce que notre transformation elle est constante. Ensuite, on rapplique Hadamard sur ce qubit-là et on le mesure pour voir ce qu'on obtient. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'état 0. OK. Donc si je me reviens sur ça. Donc si f est constante, l'état final c'est plus, moins. Et quand on applique Hadamard sur le premier qubit, on doit obtenir 0 avec la probabilité de 1. Donc c'est bien ce qu'on a. C'est-à-dire que là, on a exécuté 50 fois. Alors, bien se rappeler qu'en quantique, des fois, les algorithmes sont probabilistes, donc il faut les exécuter plein de fois pour avoir un résultat. Ici, on obtient 50 fois 0, donc on a bien 0 avec la probabilité 1. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une petite modification et qu'on met une transformation non constante là-dedans? Donc voilà, on a la porte C0 qui arrive, qui est bien notée. Paf, on obtient 1 avec la 50 fois. Donc cette fois, on a une transformation non constante, on a bien 1 comme état final. Donc on a bien réussi à déterminer si une transformation f est constante ou non avec un seul appel à cette fonction-là. Donc ça, c'est plus rapide que n'importe quel algorithme classique. OK. Et l'algorithme se généralise pour toute fonction booléenne de n paramètres pour déterminer si elle est constante ou si elle est équilibrée, c'est-à-dire si elle a le même nombre de 0 et de 1 en sortie. Et ça, du coup, ça fournit un exemple d'un algorithme qui améliore exponentiellement la complexité d'un algorithme classique. Je comptais vous parler de l'algorithme de Groover. Alors, est-ce que ça vous intéresse de faire l'algorithme de Groover? L'algorithme de Groover, c'est pour les bases de données. C'est-à-dire qu'on peut chercher dans une base de données non structurée en temps racine de n à la place de O de n. Alors, il est très joli à interpréter géométriquement, mais un peu plus compliqué que celui-là. Donc, on a un prédicat, en fait, qui prend n éléments en entrée,
et qui ressort une fonction, un booléen, 0 ou 1. Et le but, c'est de trouver une solution X telle que le prédicat soit val 1. Donc ça, c'est typiquement en recherche. C'est-à-dire que vous avez n éléments et vous voulez trouver un des éléments tel que la valeur du prédicat soit 1. Donc P, ça encode ce que vous voulez, en fait. Une des contraintes, c'est que le prédicat P doit être efficacement calculable parce qu'on veut que la transformation unitaire soit efficacement calculable. OK. Et en fait, il y a une idée très jolie dans l'algorithme de Groover qui est ce qu'on appelle l'amplification d'amplitude. Donc pareil, on construit une superposition et ensuite, on va arriver à changer le signe de tous les états associés à une solution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer toutes les valeurs pour lesquelles le prédicat est 1, on va pouvoir, dans la base de calcul, les inverser, et uniquement cela. Et ça, on peut le faire juste avec un seul appel au prédicat P. Donc, on peut inverser l'ensemble des éléments qu'on cherche, en fait. On peut inverser leur signe juste avec un seul appel au prédicat. Et ça, c'est assez magique, je trouve. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse l'amplitude des états qui sont associés à ces solutions-là. Du coup, ça, on va réduire l'amplitude de probabilité des états qui ne correspondent pas à des solutions, pousser l'amplitude de probabilité des états qui correspondent à une solution, tous en même temps. Et si on fait ça un certain nombre de fois, alors un certain nombre de fois, on peut donner les garanties, on arrive à avoir les états qui correspondent. Et ça, c'est assez magique et ça a une très jolie interprétation géométrique derrière. Et en fait, l'algorithme de Groover, il a une complexité de O de racine de n parce que le nombre d'itérations, alors ça c'est l'horrible transformation de Groover, c'est ce qu'on appelle l'amplification d'amplitude. Donc cette transformation-là, en fait, elle inverse le signe des éléments associés à la solution. Et cette transformation-là, elle impacte l'amplitude, elle pousse l'amplitude des éléments associés à une solution et elle réduit le reste. Et le nombre d'optimales d'itérations en fait, qu'il faut faire pour pouvoir... Oh non. C'est pi sur 4 de racine de n sur g, où g, en fait, c'est le nombre de bonnes solutions. Donc, si on fait trop d'itérations en fait, de cette transformation-là, on peut ne pas avoir le bon résultat. Parce qu'en fait, on rotate autour d'un disque complexe, et si on rotate trop loin, ben, on continue à tourner, quoi. Et du coup, on n'est pas suffisamment proche du vecteur qui donne les solutions. Et là, ce qu'on gagne, c'est un coût quadratique uniquement. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans cet algorithme-là, c'est qu'on ne gagne pas toujours une exponentielle. Ici, on gagne quoi? Un facteur carré. C'est-à-dire que l'algorithme classique, c'est du O de n, il faut passer tous les éléments. Ici, on est en racine carrée de n. Donc voilà. Donc pour certains cas, en fait, cet algorithme-là est vachement moins intéressant parce qu'il faut se prendre le coup de construire les états quantiques, tout ça pour gagner uniquement un facteur carré. Donc c'est pas clair que pour tous les problèmes, en fait, un algo quantique soit pertinent. Je peux vous montrer une application de Groover sur 3 sat. Comme ça, on fera le TP. Ici, bon, on a la même chose ici, voilà. On a une formulation qui est un peu différente avec une quantum instance, mais bon, ça change rien. Ici, ce qu'on construit, en fait, c'est la transformation associée à la forme normale conjonctive là, qui se balade, que j'ai écrite à la main. Et du coup, ça nous donne la transformation unitaire associée U. OK. Et miraculeusement, Qiskit a déjà codé le problème d'amplification d'amplitude, donc on peut juste lui créer un objet amplification problem avec comme oracle la forme normale. Tout le monde est familier avec 3 sat? Il faut trouver on a 3 variables, x, donc ça c'est y, z, sont des variables booléennes, et on veut vérifier, on veut trouver une solution en fait de cette formule logique-là. Donc là, non x ou non y ou non z et x ou non y et ou z, etc. Donc c'est un problème qui est NP complet hein, à partir de 3. Et Groover peut obtenir une solution à ça. C'est-à-dire que
Ici, si on construit notre truc, on applique notre amplification d'amplitude. Et du coup, ce qu'on obtient là, c'est vraiment, là, c'est probabiliste pour le coup. On voit bien que si on fait la somme de tout ça, il y a des choses avec des probabilités très faibles, il y a des choses avec des probabilités plus élevées. Et ce qu'on arrive à sortir, c'est les états pour lesquels ce sont des solutions en fait de l'instance de 3 sats au-dessus. Donc là, c'est l'état 0, 0, 0. On peut vérifier si on met 0, 0, 0 pour x, y, z, donc ça vérifie bien ça. 0, 1, 1 et 1, 0, 1. Donc on arrive à sortir les états solutions de notre instance. Bon, après, je l'ai fait avec des portes, mais vous ne voulez pas voir ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté.